Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous irons d'abord au Maroc où le débat sur la légalisation de l'avortement bat son plein dans ce pays, partagé entre tradition et modernité. Le royaume pourrait bientôt franchir un nouveau pas en matière de droits de la femme. Le nombre de détenus enfermés pour activités djihadistes augmente chaque mois au Liban. Direction la prison de Roumieh, près de Beyrouth. Le centre pénitentiaire accueille plus de 500 détenus considérés comme dangereux pour la sécurité du pays. En France, l'esprit bistrot côtoie la gastronomie et donne naissance aux bistronomies, où les nouvelles générations de chefs cuisiniers revisitent la cuisine traditionnelle. Retour à Marikana, cette région minière d'Afrique du Sud, théâtre d'une grève sanglante en 2012. 34 mineurs tués dans une fusillade des forces de l'ordre, la plus meurtrière depuis la fin de l'apartheid. Nous vous présenterons ensuite une Égyptienne qui s'est faite passer pour un homme pendant plus de 40 ans pour pouvoir travailler et élever sa fille. Ce soir, dans notre rubrique mode, le Libanais Rabia Kairouz nous parle de sa nouvelle collection qu'il dédie au personnage de Baal, le poète anarchiste dévoré par la vie, l'alcool et les femmes. Les mentalités sont-elles en train de changer au Maroc, 10 ans après la réforme du Code de la famille, donnant plus de droits conjugaux aux femmes? Le Maroc pourrait bientôt franchir un nouveau pas en matière de droits de la femme. Depuis quelques semaines, le débat sur la législation de l'avortement occupe le débat public. L'IVG est puni de 5 ans de prison ferme pour toute personne qui la pratique. Conséquence, des avortements clandestins réalisés en dehors de tout contrôle sanitaire, mais aussi des naissances non désirées aux conséquences sociales déplorables. Le roi Mohammed VI a ordonné que des propositions soient faites pour réformer l'article 453 du Code pénal en accord avec les autorités religieuses. Un sujet pourtant délicat puisqu'il touche aux croyances religieuses dans un Maroc où le poids des traditions conduit encore à des situations dramatiques pour les femmes et leurs enfants marginalisés de la société. C'est un sujet signé Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Dans une société marocaine en mutation, les appels à légaliser l'avortement se multiplient. Signe d'un changement des mentalités, le roi lui-même a demandé qu'une loi soit élaborée pour mettre fin aux avortements clandestins. Un sujet désormais présent dans le débat public, tant chez les politiques que dans la rue. On est en 2015, les choses ont changé et il faut faire un grand pas en avant. On ne peut pas rester dans le déni ad vitam aeternam et qu'il est important de légaliser ce qui est déjà toléré dans un quotidien. Les chiffres sont là et c'est des vrais chiffres et c'est à mon avis même des chiffres en deçà de la réalité. Entre 600 et 800 avortements clandestins seraient pratiqués chaque jour au Maroc. Pour ce gynécologue militant de la première heure, l'interdiction totale de l'avortement a des conséquences désastreuses en cas de grossesse non désirée. Ces femmes se mettent dans la tête d'aller faire un avortement. On a beau vouloir les dissuader de ne pas le faire, elles vont aller le faire, mais elles vont le faire dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire de façon clandestine. C'est ça qu'on ne veut pas, parce que ça va entraîner des complications graves qui peuvent aboutir à la mort. Signe que le débat évolue, même les voix les plus conservatrices se prononcent en faveur de l'avortement, à l'image du parti islamiste le PJD, qui évoque toutefois des lignes rouges à ne pas dépasser. Les lignes rouges, c'est que le Maroc est un pays musulman, donc on n'est pas là pour autoriser sans limite, sans condition l'avortement, mais à l'autoriser dans certaines circonstances précises. Le viol, l'inceste et la malformation fœtale, tels sont les cas qui mettent tout le monde d'accord pour légaliser l'avortement. Parmi les points de divergence, l'autorisation ou non d'interrompre la grossesse de femmes non mariées ou victimes de viols conjugal, non punies par la loi. On doit punir les maris qui violent leurs femmes. Déjà, l'acte sexuel n'est pas accepté, l'enfant sera non désiré, donc on ne doit pas du tout admettre à ce que cette femme garde son enfant malgré elle. Les propositions pour légaliser l'avortement ne couvriraient que 10% des cas de grossesse non désirée, insuffisant pour les défenseurs des droits des femmes. Aujourd'hui, si vous voulez, le dernier mot de ce débat sera au Parlement. Mais il faut encore travailler et sensibiliser
pour que nous ayons une vraie réforme et non pas une réformette, parce qu'on a trop attendu pour pouvoir se contenter de petites mesures qui ne régleront pas la question. Le gouvernement est à pied d'œuvre, le roi n'a donné que quelques semaines pour réformer la loi. Il faut absolument informer, sensibiliser et surtout l'éducation sexuelle. Deuxième axe, et c'est une première au Maroc, c'est faciliter l'accès des femmes et des jeunes filles enceintes, non mariées, qui se sont données à l'avortement clandestin malheureusement et qui se retrouvent avec des complications. Troisième axe, qui est l'élément fondamental, c'est la loi. Cette histoire de définition de santé, c'est là où on doit jouer. Parce que pour le législateur, la santé, c'est la vésicule, c'est on a mal. Or, la santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un bien-être physique, mental et social. Dans une société imprégnée de tabous et peu informée des moyens de contraception, viol et inceste sont souvent cachés. Pour éviter l'opprobre, l'abandon d'enfants au Maroc est un fléau. Nouveau-nés retrouvés dans des poubelles, infanticide. La réalité du terrain pour les travailleurs sociaux est dramatique. Pour ces enfants délaissés, l'avenir est incertain. L'avenir, c'est très difficile. L'avenir, c'est très difficile parce qu'on cherche toujours des familles pour adopter ces enfants. C'est surtout la plupart des grossesses non désirées. Donc les mamans prendre des médicaments pour abandonner leur grossesse. Faiseuse d'anges, tisane abortive, tous les moyens sont bons pour éviter le déshonneur. Les séquelles pour l'enfant sont irréversibles, comme pour Ayoub, dont la mère a été violée. Des femmes rejetées par l'entourage et livrées à la dure loi de la rue. On n'a pas de solution pour ces femmes, donc ils vivent dans la rue, dans la forêt, et il y a des gens qui les violent et après ils tombent en grossesse. Donc. On ne peut rien faire pour ces enfants. Et la plupart de ces enfants, ils sont toujours des handicapés, donc c'est plus grave. Le fatalisme des travailleurs sociaux qui, dans l'attente d'une loi sur l'avortement, font face, impuissants, à la misère sociale et à l'absence de perspective pour près de 8000 enfants abandonnés chaque année au Maroc. Désormais presque légalisé, l'avortement ne devrait être autorisé que dans les cas permis par la religion, à savoir en cas de viol, d'inceste, de malformation fétale avec l'aval de médecins, de grossesse à risque, de mères mineures et enfin de mères handicapées mentales. Bien qu'au pouvoir, le PJD ne peut pas décider du sort d'un tel débat. C'est au roi de le mener. Mohamed VI décidera donc de la légalisation ou non de l'avortement dans le royaume chérifien, suite aux propositions qui lui seront faites et à l'avis du Conseil supérieur des oulémas. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. Le nombre de détenus enfermés pour activités djihadistes augmente chaque mois au Liban. Tous viennent remplir la tristement célèbre prison de Roumieh, près de Beyrouth. Une prison surpeuplée, 8000 détenus pour 3500 places et qui est régulièrement le théâtre de mutineries. Le centre pénitentiaire accueille dans son bloc D 1100 détenus, dont 500 considérés comme dangereux pour la sécurité du pays. Des détenus qui, jusqu'il y a quelques mois, jouissaient d'une étonnante autonomie. Mais le vent tourne désormais et les autorités ont décidé de sévir dans la prison. Marine Pradel. Roumieh, la prison la plus célèbre du Liban. Un nom bien connu des djihadistes et pour cause, plus de 500 d'entre eux, accusés de terrorisme, sont détenus ici. Partisans de Daesh, du Fatah al-Islam, d'Al-Nosra, des brigades Abdullah Azam, tous sont enfermés ensemble dans une des ailes de la prison. Au point que la libération de Roumieh est devenue un thème récurrent dans les vidéos de propagande de l'organisation État islamique. En janvier dernier, 2 attentats à la bombe visent le quartier alaouite de Jabal Morsen à Tripoli. Sur les portables des kamikazes, des appels vers la prison. L'attentat aurait été commandité depuis le bloc B, l'aile où les détenus islamistes et ceux accusés de terrorisme évoluent en quasi-autonomie. Au terme de 9 heures de raid, les forces de sécurité libanaises investissent le bâtiment et ce qu'ils y découvrent dépasse leur imagination.
Un centre d'opération avec ordinateur, téléphone 4G et satellite, mais aussi une cafétéria autogérée et même un barbier. Devant le bloc B, maintenant en rénovation, le directeur de la prison ne cherche pas à minimiser les faits. À l'intérieur du bâtiment, l'autorité des forces de sécurité est à son niveau le plus bas. Quand on est entré, on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi des armes, des couteaux, des sabres, des armes artisanales aussi. Les détenus sont transférés vers une autre aile de la prison, le bloc D, où ils sont enfermés dans des cellules individuelles, sans contact avec l'extérieur. Plusieurs détenus commencent alors une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. C'est dans le quartier sunnite pauvre de Bab el Tabene à Tripoli que nous rencontrons un ancien détenu. Libéré quelques semaines plus tôt, il dit s'être déjà rendu 2 fois en Syrie pour combattre et affronte régulièrement l'armée libanaise. Sous couvert d'anonymat, il dénonce des violences mais surtout des humiliations quotidiennes dans le bloc D. Ils ont mis des portes constamment fermées, avec juste en bas de la porte une sorte de trappe. À l'heure du repas, ils ouvraient la trappe qui se trouve à 50-60 cm du sol. Et on devait aboyer, comme des chiens, pour être servis. À quelques centaines de mètres de là, la mosquée Al-Taqwa. Les discours pro-djihad et anti-Assad prêchés ici lui ont valu d'être la cible d'un attentat à la bombe à l'été 2013. Son imam s'est fait le porte-parole des détenus de Roumieh. Il met en garde les autorités contre les conséquences de cette nouvelle politique de la main de fer. Il y a eu des atteintes à la dignité des prisonniers, comme à Abu Ghraib. Si cela continue, je crains qu'encore plus de jeunes ne se tournent vers l'État islamique et le front al-Nosra. De fait, les réseaux islamistes se mobilisent. Les familles manifestent devant la prison et quelques jours avant notre tournage, une mutinerie éclate. 20 gardes sont pris en otage pendant plusieurs heures. L'administration pénitentiaire nous refuse l'accès à l'intérieur du bloc D. On distingue toutefois les portes des cellules démontées et pour partie brûlées, empilées au milieu de la cour. Dans cette prison, on n'est jamais sûr de rien. Ce genre de trouble, c'est normal. Depuis un certain temps, ça arrive souvent. Mais maintenant, ils sont chacun dans leur cellule, comme la loi l'impose. Tout est organisé selon la loi. Bien sûr, ça ne leur plaît pas, surtout s'ils comparent avec leur situation d'avant. Car voilà l'objectif des autorités libanaises. Rompre avec le laxisme teinté de corruption qui offrait aux détenus djihadistes des conditions de détention jamais vues. Et ce pour contrer l'organisation État islamique qui a placé la prison au centre de sa stratégie d'implantation au Liban. Ils avaient besoin de représentants au Liban. Ils ont vite compris que les détenus islamistes de Roumieh étaient des recrues potentielles et pourraient contribuer à leur expansion dans le pays. C'est pour ça qu'au cours des négociations pour la libération des soldats libanais, retenus en otage depuis la bataille d'Arsal, Daesh a toujours tenté de négocier la libération de certaines de ces figures clés du djihad. Ces types ont un intérêt immense pour l'État islamique car dès qu'ils seront libres, ils rejoindront ses rangs et activeront leur réseau. C'est donc la manière forte qui est désormais privilégiée par les autorités libanaises. Selon plusieurs sources sécuritaires, la libération des prisonniers de Roumieh n'est plus négociable, et ce, quitte à faire un trait sur celle des 25 soldats et policiers, toujours otages des djihadistes. Dans ces lieux qui se moquent des modes, où règne une certaine nostalgie de ce Paris bon vivant, une nouvelle génération de chefs cuisiniers revisite la cuisine traditionnelle, celle des terroirs préparés avec des produits de saison. Vous êtes ici à suivi David Radjeber, chef de l'Assiette. Dans ce restaurant convivial situé à Paris dans le 14e arrondissement, l'esprit bistrot côtoie la gastronomie et donne naissance à un néologisme, la bistronomie. Il y a la bonne et la mauvaise cuisine.
Après, on peut être dans un bistrot, néo-bistrot, restaurant gastronomique. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de bien manger. Notre turbo de Port-en-Bessin qu'on a... Oh là là, je suis dingue, tu me le mets aussi. Bon, bah si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il y a des légumes qui ont du goût ou des fruits qui ont du goût? C'est parce que ça a été fait avec simplicité. C'est-à-dire sans chimie, en saison et dans la terre. Il est, dans Paris, des lieux qui se moquent des modes, où de jeunes chefs cuisiniers revisitent la cuisine traditionnelle, celle de terroir, élaborée avec des produits de saison. Des chefs comme David Ratgebert. Les vraies bases de la cuisine viennent de la France. Des bases de bouillon, des bases de jus, les bases de taillage, de potage, de cuisson. Ici, pas de chichi. On va à l'essentiel. L'esprit bistrot, mélangé à la gastronomie, a donné la bistronomie. La cuisine bourgeoise, c'est travailler ce que faisaient les mères nourricières, par exemple. C'est un beau lièvre à la royale, c'est une belle tourte de canard colvert au foie gras. C'est tous nos plats classiques de tradition, les daubes, les cassoulets, la tête de veau, des plats ancrés de base qui sont intemporels. J'aime aussi les plats régressifs. Je joue sur les deux tableaux. Par exemple, en ce moment, je fais un croque-monsieur aux truffes, ou je fais une coquillette aux truffes, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfants. Pour David, la journée commence très tôt près de Paris, à Rungis. C'est le plus grand marché d'Europe. 1 million de mètres carrés, 10 000 employés, 4 000 tonnes de produits alimentaires vendus chaque nuit. À Rungis, les professionnels de la gastronomie viennent rencontrer leurs fournisseurs. Ils cherchaient l'inspiration. Oh, ça sent bon, ça me réveille. Bon, il est où, mon Alain? Alain, t'es où? Alain! On peut trouver à peu près tout ce qui se produit en France et dans le monde, et ça c'est extraordinaire. Et en ce sens-là, c'est sûr que c'est un outil extraordinaire pour la restauration, pour la gastronomie, pour le patrimoine aussi, parce que on dit qu'à Rungis tout se vend. C'est Alice au pays des merveilles ici. Il faut que je te fasse goûter un truc là. Le tangerolo, tangerine c'est mandarine et lolo pomelo. D'abord c'est vachement beau, regarde. C'est beau et c'est bon. Et t'imagines un sorbet avec ça? Un sorbet tangerolo. Ouais. C'est beau, non? Ouais, vas-y, toi tu le fais, moi je le goûte. C'est chacun son métier. Hein. Pour Alain, tous les produits de la terre font partie du patrimoine. Et il n'aime rien tant que d'en faire redécouvrir certains. Ce qu'on appelle légumes oubliés ou légumes anciens, moi c'est un terme qui me plaît pas beaucoup. Moi j'aime plutôt légumes ressuscités. Dans la biodiversité, on trouve des collections absolument extraordinaires. Il y a par exemple ce qu'on appelle le radis pastèque. Je me suis dit, si on ramène ça aux cuisiniers, c'est des nouveaux outils qu'on va donner à leur création culinaire. Ah oui, il me faudrait quelques poires au crayon pour faire ma recette de Saint-Jacques. D'accord, combien il t'en faut? Nous, on est juste une cheville ouvrière. On n'est ni producteur, ni cuisinier. Et pourtant, on est un élément essentiel de ce flux entre le producteur et le chef de cuisine. Et on fait le Père Noël. On rend les rêves de l'un possibles et les rêves de l'autre aussi. Voilà. Rungis, c'est aussi le premier marché aux poissons de France. Et puis évidemment, on est en pleine saison de la coquille. Tu peux en ouvrir une? Donne-moi, je vais l'ouvrir. Alors ça, c'est une coquille de Port-en-Bessin. C'est vraiment un très beau produit, voilà. Ça, c'est un produit vivant. C'est exceptionnel. Ben, tu sais quoi? Moi, tout à l'heure, je suis allé chez Alain, j'ai acheté des légumes racines. Et on est en pleine saison, je vais faire une belle Saint-Jacques, braisée au champagne, port aux truffes noires. Elle est belle, elle est ferme. Tu peux me mettre cette caisse, là, pour moi? Bien sûr, je te la prépare tout de suite. Ben, c'est gentil. Voilà. Ouais, super. Voilà, allez. De retour en cuisine avec sa moisson de produits frais, le chef peut commencer à orchestrer. Bon les mecs, ce midi, j'ai ramené de Rungis là, des légumes racines. Et puis Alain m'a filé quelques agrumes de chez Bachès. Ma cuisine, elle est à base de concentration. C'est-à-dire qu'on cuit les légumes à l'huile d'olive avec une petite gousse d'ail éclatée, à couvert, dans une cocotte en fonte, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que le légume soit glacé, bien glacé, bien glacé. Et il est gourmand, il est brillant et puis il est surtout bon. Il a vraiment le goût originel. Des petits plats à l'ancienne revisités sans nostalgie
Et si c'était ça, l'esprit bistrot? L'esprit bistrot, pour moi, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est les instants, on discute avec le voisin. Une personne peut arriver toute seule dans un bistrot et finir à une table de 4 à... Restez sur Futur TV, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. En Afrique du Sud, une grève sauvage qui tourne au massacre. 34 mineurs tués par les forces de l'ordre, la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid et un choc pour le pays tout entier. Nous sommes en août 2012 dans la région de Marikana. Des mineurs de la société Lonmin se mettent en grève. Leur revendication est strictement salariale. Ils gagnent 400 $ par mois et en réclament le triple. En quelques jours seulement, les affrontements entre deux syndicats rivaux font 10 morts, dont 2 agents de sécurité brûlés vifs. Débordés par la manifestation, la police ouvre le feu et tue 34 mineurs. Ce sont les seuls éléments factuels incontestés. Pour le reste, une commission d'enquête est chargée d'éclairer les multiples zones d'ombre, notamment le rôle du vice-président africain Cyril Ramaphosa, ancien membre du Conseil de Lonmin. Le rapport a bien été remis au président Jacob Zuma, mais jamais rendu public, car il mettrait en cause les plus hauts responsables de la police sud-africaine. Aujourd'hui, les familles des victimes demandent sa publication et surtout que justice soit enfin faite, près de 3 ans après le massacre. Caroline Dumais, Steven Carlson sont retournés sur les lieux du drame. Reportage. Cette colline de Marikana est tristement célèbre. Des milliers de travailleurs l'ont occupée pendant des mois et ils sont morts ici pour obtenir un salaire décent. J'espère que ça me fera du bien d'y retourner, parce que vraiment ça ne va pas. Lungusile, l'un des rares survivants du massacre de 2012, c'est la première fois qu'il revient sur ces lieux. Ils disent 34, mais je n'y crois pas. Ils sont bien plus nombreux à être morts ici. Il tient la main de son ami Goodman, qui lui a perdu son fils aîné. Toi, ton fils, il est mort comment? Je ne sais pas. Je l'ai juste vu à la morgue. Regarde, ça s'est passé comme ça, par là-bas. On a couru dans cette direction avec les hélicos qui nous tiraient dessus. Et tu as dit qu'il y avait aussi des chevaux? Oui, des policiers à cheval, je les ai vus tomber. Lungusile assure qu'il n'était pas en train d'attaquer, mais de s'enfuir quand on lui a tiré dessus. Il s'est allongé pour échapper aux balles, mais il a été touché à la tête par un tireur à bord d'un hélicoptère. Emmené en civière, il est resté plusieurs mois à l'hôpital. Quand je suis là, c'est pire en fait. C'est encore plus dur. Et quand je pense à tous mes amis qui sont morts, qui vivaient ici avant. Les habitants de Marikana ne se sont pas encore remis de leurs blessures, même si 3 printemps sont passés. Le stade qui réunissait jadis les syndicalistes en colère a retrouvé sa vocation sportive initiale. Mais la bourgade, située à une centaine de kilomètres de Pretoria, est toujours faite de briques et de broc. Le centre-ville est minuscule. Il a explosé ces dernières années. Plus de 40 000 personnes y gravitent. Mais la majorité de la population habite loin, dans les bidonvilles qui entourent les mines. Lungusile vit à Nkaneng, à quelques kilomètres de la colline. Goodman va régulièrement le voir, car l'ancien mineur peut à peine se déplacer. Il ne travaille plus et attend patiemment un nouveau logement. Goodman lui explique que la société minière Lonmin a terminé ses rénovations, que les foyers de travailleurs ont été transformés en logements familiaux et que les victimes de Marikana seront bientôt prioritaires. Goodman a été l'un des premiers à en bénéficier. Il a bien compris que c'est parce qu'il a perdu son fils qu'on lui a fait ce cadeau,
Mais le mineur est fier de montrer qu'il habite désormais un appartement flambant neuf. 3 mois après avoir emménagé, Goodman n'a toujours aucun meuble. Il a encore la tête ailleurs. Et la première chose qu'il veut nous montrer, c'est la carte de travail de son fils disparu, Semi Jokanissi, avec 33 ans. L'OMNIN nous a remboursé les funérailles. Ils nous ont donné 1 500 € et puis après, ils nous ont redonné 900 € de compensation. Et puis, ils sont venus chercher les enfants de mon fils et ils les ont envoyés dans une école privée. Pour que la famille ne perde pas un salaire, la société minière a aussi offert un travail au fils cadet de Goodman. Mais les efforts des employeurs n'ont pas permis de tourner la page. Il n'a jamais été dit que les policiers étaient coupables. Personne n'a été envoyé en prison, à part les travailleurs. Mais les gens ont bien été tués par la police. Ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Pour Goodman et sa famille, justice n'a jamais été faite. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi la commission d'enquête sur le massacre, qui a duré plus de 2 ans, n'a désigné aucun coupable. Dans une société où les hommes restent avec les hommes et les femmes avec les femmes, le drame de Marikana a changé les règles du jeu. Dans l'adversité, les femmes de mineurs ont toujours soutenu leurs maris. Et face aux interminables mois de grève, des associations de femmes comme celle-là se sont créées. Elles réclament un emploi aux sociétés minières. Elles demandent désormais à être formées, éduquées, pour que plus jamais leur foyer ne touche le fond de la misère. Tomeka est une ancienne responsable de la Ligue des femmes de l'ANC, le parti du président Jacob Zuma. Mais comme beaucoup à Marikana, elle s'est sentie abandonnée. Les femmes sont inquiètes, mais elles sont fortes. En fait, c'est grâce au massacre. Ça nous a réveillés. Ça nous a permis de réaliser qu'il fallait qu'on s'active. Qu'on arrête d'attendre que nos maris nous donnent de l'argent. Il faut qu'on fasse quelque chose quand nos maris sont en grève. Il faut qu'on mette à manger sur la table pour nos enfants. Marikana n'est pas à l'abri d'une autre grève et les responsables de l'ONMIN le savent bien. Victor a vécu tous les événements de 2012. Il pense que son entreprise a fait beaucoup d'efforts pour calmer les tensions. Les travailleurs n'ont jamais obtenu les 12 500 rand qu'ils exigeaient, mais les plus bas salaires ont quand même gagné 30% en 3 ans. Et la société minière surtout a fait de gros efforts côté logement. Elle a par exemple fait don de 50 hectares de terrain pour que l'État y construise 4 500 maisons. Les industriels du platine entendent bien faire comprendre qu'ils ne peuvent pas tout seuls gérer le progrès social dans la région. C'est le projet le plus important ici, et c'est le premier partenariat de ce type entre une société minière et l'État. C'est le seul moyen de répondre aux besoins. Vous comprenez bien que ce n'est pas notre spécialité que de construire des maisons. l'ONMIN est une société minière. Ce n'est pas une société de construction. Alors quand il s'agit de ce genre de choses, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité d'une telle initiative. Plus de 20 000 personnes vivent toujours dans ces baraquements dont la population ne fait que grossir. Les besoins sont énormes. Et la société minière accusée d'avoir fait tirer sur les mineurs refuse de porter le chapeau des retards sociaux. Regardez là, on a Nkaneng. Ces poteaux électriques là, ils n'existaient pas. C'est l'ONMIN qui les a financés. Avant, il n'y avait rien. La société minière a aussi fourni ses châteaux d'eau au quartier de Marikana qui n'ont toujours pas l'eau courante. Pour Victor, le développement urbain dans cette zone est complexe. Car l'ONMIN doit non seulement compter avec l'État, mais aussi avec les autorités tribales à qui appartiennent ces terres.
La plupart des bidonvilles que vous voyez ici sont sur des terres tribales. Elles sont gérées par le clan des Babo Ba Morale. La terre leur appartient. Alors si on veut faire quoi que ce soit, on a besoin de leur accord. Quel que soit le type de développement, il faut les consulter. Ils ont donc donné leur accord pour le minimum. Les lumières, les châteaux d'eau, la rénovation des routes. On a eu l'accord sur ces points-là. La situation n'est pas simple et les mineurs impatients. Rien d'étonnant donc quand au cœur du township, une petite cabane rouge voit le jour. C'est le quartier général des combattants pour la liberté économique, les bérets rouges de Julius Malema. Le parti qui s'oppose le plus à l'ANC fait un tabac à Marikana et la patronne de ces lieux, la voilà. Quand elle arrive, c'est la fête dans la maison où elle a toujours habité. Primrose Santi est une enfant du pays. Elle vivait ici comme les autres, dans la misère. Elle gagne désormais 6 000 € par mois car elle a été élue députée de l'opposition. Mais elle n'a pas perdu son franc-parler. Et elle a convaincu les victimes de Marikana de ne plus jamais voter pour le parti de Nelson Mandela. Je n'ai aucun espoir. Vraiment aucun espoir, parce que tout est décidé par le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir, je n'attends plus rien de ces gens-là. Tout ce qu'ils font, c'est supprimer l'expression des mineurs. C'est tout. Des travailleurs innocents qu'on a supprimés. J'adore cet endroit. J'ai toujours habité là, avec eux, dans la lutte. On était égaux. Mais maintenant, tout ça a un peu changé. Je suis souvent au Parlement du Cap, mais je reviens toujours ici, comme aujourd'hui. Je rends visite à ma communauté, j'aime mon village et je veux changer cet endroit à tout prix. Parce que ça fait 20 ans qu'on a la démocratie, mais rien n'a changé ici, à Marikana. Quand elle se déplace en centre-ville, tout le monde veut lui parler, lui demander de l'aide. Elle se rendait ce jour-là au café Internet pour y faire, comme tout le monde, la queue. Primrose a beau être députée de l'une des régions les plus riches en platine du pays, elle n'a chez elle ni téléphone, ni Internet. Je ne peux rien faire sans eux. C'est la dernière page ? Vous avez vu le genre de bureau que j'ai. Il faut que j'arrive à installer tous ces équipements, petit à petit. Madame la députée a aussi rencontré en ville l'une des veuves de Marikana. Cette mère de 5 enfants vivait en zone rurale. Comme la plupart des autres veuves, elle a dû venir à la mine pour garder un salaire à la maison. L'Onmine l'emploie comme femme de ménage. Elle n'avait jamais travaillé auparavant. Elle a bien du mal à s'habituer à ce changement de vie radical. Elle a vraiment de la chance aujourd'hui de m'avoir rencontrée parce qu'elle devait acheter tous ses vêtements. Les uniformes pour l'école, les habits des petits pour la crèche. C'est dur pour elle. Alors j'ai tout pris sur moi. J'ai tout payé. En fait, ces veuves, c'est au gouvernement de s'occuper d'elles, de les aider, de tout faire. Parce que c'est quand même le gouvernement qui a tué tous ces maris, non? C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Les gens ici à Marikana, ils sont furieux contre le gouvernement. Furieux, vraiment. La balle est dans les mains du président Jacob Zuma. En aidant toujours plus les victimes, il changera peut-être un jour l'image de son gouvernement, ternie par la bavure policière. Car l'émotion est loin d'être tombée. Les industriels du platine, qui ont perdu plus d'1 milliard d'euros dans les mouvements sociaux des 2 dernières années, font tout pour se faire pardonner. Tous les dortoirs pour travailleurs transformés en logements sociaux seront bientôt alloués aux familles des mineurs. Depuis le drame, l'Onmine a relogé près de 3000 personnes. Quant aux victimes, elles recommencent patiemment leur nouvelle vie. Lungusile aimerait bien qu'on lui enlève l'éclat de balle qui est toujours logé dans sa tête, mais il est plutôt content d'être de plus en plus mobile. Avant, tout ce côté gauche était paralysé.
À cause de cette balle, bien sûr. Maintenant, je me rends compte tous les jours des progrès. J'essaie de redevenir normal. J'arrive à me mettre debout, à marcher un petit peu. J'arrive même à manger seul. Avant, je ne pouvais pas. Je ne crois pas que je pourrais retourner travailler. Si je travaille, ce ne sera pas à la mine, pas sous la terre en tout cas. Les habitants de Marikana espèrent un jour honorer leur héros. Ils envisagent d'ériger cette année, là-haut sur la colline, un monument historique, pour que personne n'oublie jamais qu'on y est mort. Code 24 revient dans quelques minutes. À tout de suite. Elle aurait pu soigner son apparence, porter de jolies robes et trouver un homme qui travaille pour elle. Mais elle a choisi la galabiya, la tenue masculine par excellence en Égypte. Elle s'appelle Sissa et pendant 42 ans, cette Égyptienne a fait croire qu'elle était un homme pour pouvoir travailler. Après la mort de son mari, elle est devenue cireur de chaussures pour nourrir sa fille. Et il y a quelques semaines, les autorités l'ont récompensée pour son courage. Les Égyptiens ont découvert sa véritable identité, mais Sissa préfère garder sa tenue d'homme, même lorsqu'elle rencontre le président. Son portrait est signé Sonia Dridi. Des cireurs de chaussures, il y en a presque à tous les coins de rue en Égypte. Mais sous cette large robe, appelée galabiya, se cache une femme de 65 ans. À la mort de son mari, Sissa Aboudao, âgée de 21 ans, décide de travailler pour pouvoir élever sa fille. Afin d'éviter les critiques et le harcèlement, elle rase ses cheveux et se fait passer pour un homme. Il est mort lorsque j'étais enceinte de 6 mois et je ne voulais pas me remarier. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Depuis sa récente révélation dans les médias égyptiens, les habitants reconnaissent Sissa et les réactions sont en général très positives. C'est une surprise pour nous tous. C'est la première fois que je le découvre en femme. Mais non, c'est pas bizarre. Toutes les femmes devraient travailler. La cireuse de chaussures au caractère bien trempé est aujourd'hui respectée pour son courage. Elle a contourné avec malice le partage des rôles traditionnels, bien ancrés dans son pays et notamment dans les villages de Haute-Égypte. Sissa habite à quelques kilomètres du centre de Luxor. Ici, son secret est connu de ses voisins et de ses proches depuis bien longtemps. Ils l'ont soutenue alors que sa famille l'a rejetée. Quand elle a commencé à faire ça, ses frères et sœurs étaient en colère. Ils ont coupé les ponts et ne lui ont plus rendu visite. Elle vit seule depuis que sa fille s'est mariée. Aux côtés des photos de famille sont accrochés ses anciens outils. Car avant de cirer des chaussures, Sissa a fabriqué des briques et travaillé dans les champs pendant des années. L'histoire de Sissa est arrivée jusqu'aux oreilles du président Sissi. Il lui a remis la médaille de la maman exemplaire à l'occasion de la fête des mères en Égypte le 21 mars. Elle est allée le voir, vêtue de sa galabiya d'homme. Et même dans l'intimité de son foyer, pas question de la retirer. Je ne l'enlèverai jamais, jamais. Ne me cherchez pas. C'est ça ou rien. C'est ça qui nous a protégés avec ma fille. J'aurais dû porter des vêtements moulants et me marier. Sissa a adopté des manies d'homme et ne compte pas changer ses habitudes. Mais elle apprécie toujours autant les potins entre copines. Place à notre rubrique mode, Azzedine Alaya, ou quand la haute couture devient prêt-à-porter. Le couturier franco-tunisien présente sa collection à une audience réduite, dont France 24. Nous irons également à la rencontre de Bouchra Jarrar, 30 ans de moins, mais la même fascination pour la rigueur et la précision. Pour la couturière, ce qui compte, c'est la sincérité du vêtement. Enfin, le Libanais Rabia Kairouz nous parle de sa nouvelle collection qu'il dédie au personnage de Baal, le poète anarchiste inventé par Bertolt Brecht et dévoré par la vie, l'alcool et les femmes. Quand la haute couture devient prête-à-porter. Rebelle parmi les rebelles, Azzedine Alaya, ici dans les bras de Naomi Campbell, a attendu que les présentations officielles de l'hiver prochain soient terminées pour présenter sa collection chez lui, dans le Marais. L'audience est réduite, triée sur le volet, c'est une leçon de couture.
Velours tricoté, cuir de vachette, imprimé toile d'araignée, boléro, capes et cabans, laine laquée, Asdine Alaya réussit un incroyable tour de force, marier l'ascèse à la sensualité. Et il fait des émules. Bouchra Jarrar, 30 ans de moins et une même fascination pour la rigueur et la précision. Bouchra a fondé sa griffe haute couture il y a 5 ans, après avoir dirigé les studios Balenciaga, Gaultier, Lacroix. J'ai eu mon diplôme en fin juin 94. Donc ça fait quoi? Ah ben mon Dieu, 20 ans. C'était quoi l'état d'esprit à cette époque? Moi, c'est une école que je chéris particulièrement parce que d'abord, on fait un concours pour y rentrer. Donc on se bat et la chance est donnée à tout le monde. Il faut juste réussir. Hein. Et j'aime l'idée du service public. Je trouve qu'on ouvre la porte à tout le monde. C'est à l'occasion d'une visite officielle organisée par la mairie de Paris que Bouchra Jarrar s'est replongé dans l'atmosphère de l'École supérieure d'art appliqué du Perret. C'était une étudiante très appliquée, très sérieuse, très studieuse. Elle s'intéressait au tissu, mais je dirais qu'elle s'intéressait davantage à la structure du corps et du vêtement. Déjà, à l'époque, elle essayait de décortiquer et d'imaginer le tombé du vêtement sur le corps. Aujourd'hui, elle réalise avec le même entrain modèles uniques haute couture et collections prêt-à-porter. En clair, cela signifie une maîtrise totale des deux techniques, artisanale et industrielle. La haute couture m'a permis de travailler, de comprendre d'autres techniques de façon, de réalisation, du temps donné au savoir-faire, qui est un autre temps que le prêt-à-porter. On est dans une autre vitesse, dans un autre rythme, dans un autre battement de cœur. Et on est dans le cœur de l'excellence du savoir-faire français, quoi. Un tissu exclusif, c'est un manteau haute couture. J'ai travaillé sur des rythmes de dessin, de motifs. On est sur un dégradé pour arriver sur cette rayure-là qui définit le bas, l'aplomb du manteau par le bas. Couture ou prêt-à-porter, l'architecture des pièces est travaillée avec le même soin. En revanche, ici, le tissu n'a pas été créé pour l'occasion, c'est une simple gabardine anglaise masculine. Dans l'étude du trench, par exemple, je le voulais en forme parapluie, donc très évasé, mais parce qu'il est très souple, donc il tombe, il ne reste pas comme une espèce de chose comme ça. Hein. Pourtant, on est dans une corolle. Hein. Si on regarde la circonférence en dessous, on est complètement dans une corolle. Et je pense qu'en circonférence, on doit avoir 1m80 de circonférence. Bouchra Jarrar aime tenir les tailles, maintenir les bustes, mais en souplesse. L'utilisation des baleines est bannie, tout est une question de coupe. Ah oui, on en vit presque toutes les tenues. Bon, peut-être pas forcément des jupes trop courtes, mais on en vit... oui, il y a quelque chose, on se sent soutenu, quoi, porté par un vêtement, et en même temps, il semble, mais il est facile. En fait, l'allure, le porté, l'élégance, tout part de l'épaule, une des techniques les plus difficiles à acquérir. Pour les femmes, l'allure générale en sera arrondie. Vous voyez les garçons, les hommes, quand vous portez des manteaux pendant longtemps, parce que de par votre morphologie, vous tendez comme ça les fibres. Et au bout de 20 ans, le manteau semble un peu raccroché. J'adore cette dégaine. Et ben c'est ce que j'ai un peu recherché en pensant à la redingote, voilà. La mode, vous savez, ça va, ça vient, mais l'investissement, lui, est de longue durée, et pas seulement en termes financiers. Il est important pour moi de prendre le temps. Moi, j'ai toujours envie de dire ça aux jeunes qui m'entourent, alors que ce soit mes neveux, mes nièces ou les enfants de mes amis que je peux croiser. Je leur dis toujours, prenez le temps, vous êtes encore jeunes, prenez le temps de découvrir. Et de s'ouvrir au monde, c'est un des grands principes qui régit la mode. Le couturier Rabi Kairouz, né à Beyrouth mais installé à Paris, reçoit chez lui dans le 7e arrondissement pour présenter son nouveau prêt-à-porter. Tu vas pas me mettre de la chose, hein. Ahla ou sahla. Chez nous, dans notre tradition, on reçoit les gens. C'est même pas de l'éducation, c'est même pas de la politesse, c'est au-delà de tout ça, c'est normal chez nous. C'est une façon d'aimer, de recevoir et de partager avec les gens. Rabi Kairouz dédie sa collection à Bâle, le film de Volker Schlöndorff interdit de diffusion pendant 40 ans par les héritiers de Bertolt Brecht. Bâle, le poète anarchiste dévoré par la vie, l'alcool.
et les femmes. Il y a deux façons de créer, où on évolue dans deux sens, où on s'éloigne de soi pour s'approcher d'autres, ou on retourne vers soi pour mieux séduire les autres. Moi, j'ai choisi ça. Asdine Alaya, Bouchra Jara, Rabi Kérouz. Basés à Paris, les 3 couturiers créent et investissent dans le développement d'une haute couture soutenue par un prêt-à-porter de luxe. Trop onéreux, diront certains? Ce n'est pas parce qu'on est au régime que l'on n'a pas le droit de regarder le menu, répondra le sage. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.